Bonjour à tous, bonjour à toutes. Incessamment, nous allons commencer l'émission nous. Donc, le temps d'écouter des jingles nous. Et après ça, nous allons balancer. Jingle. Ouais, ça va. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, comme chaque semaine, nous nous retrouvons sur les ondes de radio Fréquence Atlantique 88.3, 93.6 et 105.9. Émission retransmise aussi sur rfaradio.fr. Nous sommes sur Facebook et le soir, vous pouvez retrouver la vidéo de la dite émission sur YouTube. Voilà. Alors, dimanche dernier, j'avais annoncé que je parlerai de la question de l'économie. Nous avions été obligés de déplacer le thème. Et effectivement, le thème de notre déconstruction, ce sera la conception aliénée de l'économie. Et en matière d'actualité, nous allons parler du colloque que le Cercle Frantz Fanon a organisé pour les 100 ans de la naissance de notre personnage illustre. Et bien, justement, on verra qu'il y a une liaison directe entre le contenu de ce colloque et la question de la déconstruction que je vais aborder. Alors, 100 ans, la naissance de Frantz Fanon, pendant longtemps resté inconnue dans notre pays. Les militants, et en particulier le Cercle Frantz Fanon, ont commencé à faire un travail de popularisation, d'explication, qui est parvenu à faire qu'un certain nombre d'établissements publics soient nommés Frantz Fanon. Et alors, pourquoi les gens ne connaissaient pas Frantz Fanon? Tout simplement parce que l'État français avait fait une omerta sur la vie de Frantz Fanon, qui était considéré comme un traître à la République, à la France, et qui était, y compris dans les milieux de la gauche traditionnelle, dénoncé comme un anti-français. Alors, évidemment, ces livres étaient censurés et il ne pouvait pas se permettre de faire connaître la pensée de Fanon parce que ceux qui liraient ces ouvrages-là verraient que c'est vraiment à l'antithèse de ce qui est présenté. Donc, il y avait beaucoup d'autres initiatives. Il y avait le colloque du Cercle Frantz Fanon, il y en avait un autre qui s'est tenu au François, à l'initiative de l'Association des psychiatres de la Caraïbe, et l'association qui décerne un prix Frantz Fanon aux gens qui font un travail dans la lignée de ces idées. Alors, pour rester sur le colloque du Cercle Frantz Fanon, il a commencé par une projection de film, mercredi, le jeudi et vendredi, des communications de gens particulièrement représentatifs qui venaient d'Algérie, des États-Unis, enfin bref, de tous les coins du globe, et pour témoigner. Et ensuite, il y a eu une rencontre à la mairie de Schœlcher pour les organisations populaires, et le soir, un meeting au théâtre autonome, au TOM, où les organisations politiques anticolonialistes s'exprimaient. Entre-temps, il y a eu des visites de terrain à la Guinguette. En tout cas, dimanche prochain, certainement, nous aurons un compte-rendu précis de toutes les activités. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un événement réussi qui a mobilisé énormément de monde, qui était tout à fait heureux de découvrir avec fierté ce que Fanon avait fait dans le monde. Alors justement, ce qui était intéressant, c'est que beaucoup des intervenants, qui sont des psychiatres, qui sont des dirigeants d'université, sont venus témoigner de la vision que les gens ont de Fanon dans leur pays et de ce que Fanon a porté dans leur pratique. Et notamment, les points essentiels de sa pensée ont été abordés et chaque fois, les intervenants montraient ce que ça a changé chez eux. Alors, principalement, vous savez, nous savons que Frantz Fanon, c'était un psychiatre et qu'il a
révolutionné la psychiatrie occidentale, qui considérait les malades comme des gens à qui il fallait lobotomiser, couper leur cerveau, abrutir avec des produits et qui étaient irrécupérables, qui étaient des dangers pour la société. Et c'est lui, avec certains psychiatres dont il admet la paternité, mais c'est surtout lui, avec son expérience quand il était en Algérie, qui a étudié vraiment les processus de maladie mentale, notamment dans les pays colonisés, et les moyens de guérir les gens en leur faisant redécouvrir leur culture, leur identité, leur humanité. Et beaucoup de psychiatres dans le monde, en tout cas tous ceux qui sont progressistes et humains, appliquent les méthodes proposées par Fanon. Mais dans les différentes interventions aussi, beaucoup de gens ont insisté sur le décryptage que Frantz Fanon a fait de l'aliénation. L'aliénation, ce processus qui fait que on pense avec la grille de l'autre. Alors évidemment, on fait des choses qui détruisent, qui appellent à s'auto-dénigrer, à ne pas se considérer et à idéaliser le colon. Mais tout cela est producteur de maladies mentales et sans aller jusqu'à la maladie mentale, de violence, de mal-être, etc. Donc, on a beaucoup parlé de ça et la question de la violence, notamment, a été abordée pour montrer que le colonisé a été éduqué par le colon pour exercer sa violence sur les siens plus que sur le colon lui-même. On a eu, par exemple, des gens qui ont exprimé leur violence, qui ont critiqué la façon dont le colloque était organisé, un colloque d'une telle envergure, d'une telle profondeur, interrompant, criant. Alors, les gens qui sont là, ce sont des fanoniens, des gens qui ont étudié la psychiatrie, et beaucoup ont dit, bon, mais voilà une manifestation du travail du colon. Des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'attaquer leurs frères, d'empêcher que leurs frères s'organisent, mais les gens comprenaient cette révolte. Et justement, Fanon nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas de diaboliser ces personnes-là, mais de voir quels sont les processus à mettre en place pour que la communauté anticolonialiste se ressoude. Donc, tous les points essentiels de sa pensée ont été développés, mais 3 points particulièrement sont revenus assez souvent. D'abord, son humanisme. Fanon, c'est l'un des premiers grands révolutionnaires à aborder clairement, les autres en ont parlé, mais aborder de façon systématique les rapports du révolutionnaire et de l'être humain en général. Son humanisme, il y a même une communication qui a été faite pour comparer le message du Christ aux déclarations de Fanon. Donc, on a insisté sur son humanisme. On a insisté aussi sur le fait que dans tous ses écrits, il insiste sur ce qu'on pourrait appeler la ligne de masse. Il faut que les gens sachent où ils vont et pourquoi ils y vont. Autrement, aucun processus de décolonisation ne peut aboutir. Et il a notamment parlé des leaders qui ne peuvent constituer une voie valable pour la décolonisation. Le 3e point qui a été abordé, c'est celui de la rupture. On ne peut pas amender le colonialisme. On ne peut pas penser qu'on va, par le dialogue avec ces barbares-là, arriver à un chemin pour que tout le monde vive ensemble. Il s'agit de développer une rupture fondée sur la reconstruction de soi et la reconstruction de son pays. Donc, globalement, c'est le contenu du colloque, mais il faut bien entendu signaler à tous ceux qui ne le savent pas encore que le pouvoir colonial français a essayé de saboter un colloque universitaire sur la pensée de Fanon. Premièrement, en essayant d'interdire qu'il se tienne à l'Université des Antilles. Alors pourquoi? Parce qu'il y a colloque dédié à la lutte des peuples haïtiens, kanaks et palestiniens. Il ne faut pas dire qu'on dédie une lutte au peuple palestinien. On n'a pas dit à la résistance palestinienne,
au terrorisme, à la lutte armée. Non, on n'a pas le droit de dire qu'on dédie une lutte à un peuple, mais à 3 peuples victimes d'exactions. Un peuple victime de génocide. À aucun moment, le CF François Fanon a dit, bon, nous faisons ce colloque pour dénoncer le génocide sioniste. Ça aurait peut-être été acceptable comme argument venant du colonialisme, mais non. Finalement, ils n'ont pas pu s'y opposer et le colloque s'est fait à l'université. Mais voilà qu'alors que les travaux commencent, il y a un brouhaha qui se fait. Pourquoi? Parce que le vice-président de l'université a envoyé de vigiles, je dis bien de vigiles, interpeller les journalistes de Martinique Première qui étaient en train de filmer. On vous a dit d'arrêter de filmer parce qu'il y a un drapeau palestinien dans la salle. Évidemment, les organisateurs du colloque téléphonent au vice-président qui dit « Nous avons reçu des ordres au préfet et encore plus haut. » Alors, vous voyez que nous sommes en colonie, en dictature. Un préfet ne peut pas envoyer un ordre à un responsable d'université pour lui dire, allez dire, d'interdire aux journalistes de faire leur travail. Alors, ce qui est intéressant à signaler, c'est que les organisateurs ont dit, envoyez-nous un ordre écrit avec votre signature, tampon officiel, pour dire que le préfet nous a demandé d'empêcher aux journalistes de travailler. Évidemment, les gens n'ont jamais rien envoyé, puisqu'ils savent que c'est illégal et les travaux ont pu se continuer. Mais il y a également un autre aspect qu'il vous faut signaler, que l'État français a refusé des visas à des personnes importantes. Par exemple, Camille Chalmers, qui est un professeur d'université en Haïti, qui a été incarcéré et torturé sous Duvalier. Mais pas lui seul. Des psychiatres, des gens tout à fait solvables, qui ont un visa pour aller en France, mais qui ne peuvent pas venir dans la sous-France, sous-France. Donc, il y a eu cette manœuvre-là, mais évidemment, c'est un échec de ce pouvoir colonial qui a plutôt poussé les gens à comprendre la pensée de Fanon et à s'engager dans la lutte anticoloniale. Alors, pour finir sur ce point, les résultats seront publiés, tout a été filmé, et nous invitons vraiment tous les militants anticolonialistes, tous les étudiants, tous ceux qui essaient de comprendre la situation du monde actuel, à se référer aux résultats de ce colloque-là, mais aussi à étudier François Fanon. Il y a eu un moment, un petit débat où des gens posaient la question du rôle des intellectuels. Avec dédain. Les intellectuels, ils n'en ont rien à apprendre, ils font leur débat. Alors, évidemment, c'est une position irréaliste, inconséquente. Parce que Fanon dénonce les intellectuels qui servent la bourgeoisie, mais tirer de ça comme conclusion qu'il ne faut pas lire, étudier, dire que lire c'est un péché maintenant. Discuter c'est un péché. Mais ça ne peut être que des gens de la petite bourgeoisie inconséquente ou des gens trompés par la propagande bourgeoise qui essaie de diviser les intellectuels révolutionnaires de leur peuple. Et on comprend bien que la bourgeoisie, de tout ce qu'elle fait, elle a des gens qui pensent, qui débattent, qui ne s'injurient pas, qui ne haussent pas le ton l'un sur l'autre, qui font des think tanks, comme ça s'appelle, des groupes de réflexion, à tous les niveaux, pour dire comment on va faire la propagande, comment on va détruire Mélenchon, comment on va contourner les indépendantistes. Et puis des gens qui lisent, qui étudient, qui envoient des gens chercher des documents. Et puis, vous prétendez lutter pour la souveraineté de votre pays, et puis vous dites au peuple qu'il ne faut pas lire, il ne faut pas étudier, il ne faut pas débattre sereinement entre les gens du peuple. Donc, pour terminer, j'invite vraiment les gens à se jeter dans l'étude, pas seulement de Fanon, mais de tout ce qui peut nous donner des éléments de compréhension de la société, et à débattre des contradictions
sereinement avec respect mutuel. Voilà pour ce qui concernait le colloque du cercle Fanon et qui m'amène à parler de la conception aliénée de l'économie. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une liaison, mais précisément, dans le colloque, il y avait un atelier qui disait « Réfléchissons sur les structures et les stratégies de résistance à la domination économique liée au fait colonial. » Vous voyez qu'on est tout à fait dans le sujet. Et donc on va en parler, et puis on va parler, j'avais déjà annoncé la semaine dernière, du développement de la pauvreté en France, des annonces de François Bayrou, et comment ça nous amène à déconstruire les fausses conceptions économiques. Alors pour commencer avec l'atelier concernant la domination économique. Comment résister à la domination économique en Caraïbes? Et il est intéressant de rappeler 3 citations de Fanon qui ont été évoquées dans le colloque. Vraiment, vous allez voir l'intérêt d'aller lire Fanon. Dans les damnés de la terre, Fanon qui disait « Le régime colonial a cristallisé des circuits et on est contraint, sous peine de catastrophe, de les maintenir. Il faudrait peut-être tout recommencer. Changer la nature des exploitations, pas seulement leur destination. Réinterroger le sol, le sous-sol, les rivières et pourquoi pas le soleil. » Vous voyez que quand Fanon dit ça dans les années 60, les problèmes écologiques qu'on a, les problèmes d'extractivisme, c'est vraiment visionnaire. Mais il disait aussi, dans un autre chapitre, que le tiers-monde ne doit pas se contenter de se définir par rapport à des valeurs qui l'ont précédé. Les pays sous-développés, au contraire, doivent s'efforcer de mettre à jour des valeurs qui leur soient propres, des méthodes, un style qui leur soit spécifique. Au moment où il écrit ça, on est toujours dans la vague de décolonisation où il y a le grand débat entre faut-il rester capitaliste, faut-il construire le socialisme. C'était le grand débat entre les révolutionnaires. Mais Fanon nous dit non, les pays sous-développés doivent mettre leurs valeurs, celles qui lui soient propres, leurs méthodes. Donc, aller puiser dans la façon dont les gens s'organisent pour survivre, pour penser un projet économique sans pour autant rejeter le socialisme. Et puis en fait, il y a une chose intéressante qui a été citée dans ce colloque, quand il parle de la lutte contre la domination économique. Vous savez, c'était le grand débat nationaliser, ne pas nationaliser. Et il fait une précision importante, Fanon, nationaliser le secteur tertiaire, c'est organiser démocratiquement des coopératives de vente et d'achat, c'est décentraliser ces coopératives en intéressant les masses à la gestion des affaires publiques. Tout cela, on le voit, ne peut réussir que si on politise le peuple. Donc, la liaison avec la déconstruction, c'est que Fanon nous dit que les conceptions économiques, le modèle économique qui prévaut, nous viennent du colon. Donc il faut nous en débarrasser pour penser des formes économiques alternatives, débarrasser de cette aliénation. On va dire ça en dernière partie. Alors, je passe au deuxième point que j'avais évoqué au début, la pauvreté en France et les annonces de François Bayrou. Il y a un rapport sur la pauvreté en France qui a été publié, édition 2024-2025, mais les derniers chiffres sur lesquels il s'appuie datent de 2022. Écoutez bien, 5,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, selon l'INSEE. C'est-à-dire 8,1% de la population d'un pays qu'on dit développé, moderne, civilisé, vivent dans la pauvreté, sous le seuil de pauvreté. Et c'est quelque chose en augmentation parce que 20 ans auparavant, si on compare le chiffre d'il y a 20 ans et celui de 5,1 millions, on voit qu'il y a 1 400 000 pauvres de plus en France. Je vous rappelle que le seuil de pauvreté, c'est une donnée qu'on calcule à partir du chiffre
entre les 50% les plus riches, les 50% les plus pauvres, et les conditions de vie, qu'est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on a accès au loyer, tout ça. Et ce qui amène à citer pour la France le seuil de pauvreté à 1 000 € par mois, prestations sociales comprises. Pour un couple sans enfants, cela représente 1 500 €, le seuil de pauvreté. Et pour une famille avec 2 enfants de plus de 14 ans, 2 500 €. Vous imaginez le seuil de pauvreté qui reconnaît que les gens ne peuvent pas vivre en France? C'est 2 500 € pour une famille avec 2 enfants de plus de 14 ans. Ici, les prix sont 40% plus chers. Les gens touchent moins d'allocations. Donc le seuil de pauvreté ne peut pas être 1000. Ça peut être encore plus élevé. Ça veut dire que pour vivre correctement, quand on a une retraite de 500 €, de 200 €, alors ce qui donne que pour la France, 330 000 personnes n'ont pas de domicile, vivent à la rue, dans des hôtels sociaux ou en centre d'hébergement pour des périodes brèves. Pays développés qui donnent des leçons. 330 000 personnes. Et dans ce pourcentage-là, évidemment, les immigrés sont surreprésentés. Le pourcentage des immigrés est beaucoup plus élevé puisque c'est eux qui sont encore moins payés, discriminés, etc. Alors, dans les colonies françaises, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le phénomène est encore plus grave. Chez nous, on reconnaît 29% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Chiffre sous-évalué. En Réunion, c'est 36,1%. 3 fois plus élevé qu'en France. À Mayotte, département français, 77% des gens vivent sous le seuil de la pauvreté. Oui, entre guillemets. Sous le seuil de pauvreté. Guyane, 53%. Des chiffres datant de 2017. Donc nous sommes dans un système qui génère la misère, la pauvreté, avec tout ce qui a comme conséquence les gens qui s'alcoolisent, qui se droguent, qui sont dans la délinquance, etc. Et comment le gouvernement français explique cela? Ah, c'est parce que nous avons un déficit public. Bérou vous dit que le surendettement de la France, c'est une malédiction qui n'a pas d'issue. Et c'est à cause de ça que tous les problèmes se posent. C'est évidemment une escroquerie intellectuelle, j'allais dire une malpropreté intellectuelle de dire ça. Parce que le déficit a des causes. Le déficit a pour cause que les grandes sociétés qui font des milliards de bénéfices et qui répartissent ces bénéfices-là à leurs actionnaires sont défiscalisés. L'État s'arrange pour faire des passerelles pour qu'ils ne paient pas d'impôts. Sans contrôle. Il y avait une émission récemment à la télé qui montrait les accidents du travail, dans laquelle des inspecteurs de travail de gauche disaient il n'y a pas de moyen d'aller vérifier, et l'État qui donne des masses de subventions aux grandes entreprises qui sont en situation de faire de gros profits, ne fait aucun contrôle si il y a des mesures qui sont prises pour la sécurité, etc., etc. Donc c'est un régime de mafia où le gouvernement prend l'argent, les revenus, les richesses de l'ensemble du pays pour donner à ses comparses. C'est ça le déficit. Et en plus, malgré tout cela, il y a de l'argent qui s'accumule, il y a les comptes d'épargne des malheureux, etc. L'État prend cet argent-là pour s'armer, pour envoyer de l'argent pour la guerre en Ukraine. Donc ce n'est pas le déficit qui est en cause, c'est les choix politiques du gouvernement pays. Alors, comme il ne faut pas baisser les profits des riches et il faut combler le déficit, on va venir dire il vous faut faire des efforts. Hein? Nous avons tous, il ne faut pas laisser des dettes pour nos enfants qui viennent. Et Bérou annonce
une cure budgétaire qui prétend voler 43,8 milliards d'euros sur les Français en 2026. Alors, on a parlé de budget blanc, rappel rapide de ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque année, il y a des budgets qui sont attribués aux différents services publics et tout. Et l'année d'après, dans le budget, on augmentait les sommes qui étaient attribuées aux services publics en tenant compte de l'inflation. Ça veut dire, si les prix, l'inflation a augmenté de 2%, ben, le budget de l'éducation nationale va augmenter de 2%. Mais non, ces messieurs-là ont dit non, budget blanc. Même si vous avez plus à payer, service public, eh bien, votre budget ne sera pas augmenté. Ce qui veut dire que les contradictions, les difficultés de la population vont augmenter. Mais au-delà de cette question de budget blanc, il faut voler de l'argent sur les plus pauvres. Votre petit compte épargne qui vous donnait un tout petit revenu, eh bien, ce revenu-là, ce qu'on dirait ça, les intérêts rapportés vont être réduits. On va prendre 2 jours fériés, donc qui étaient payés aux travailleurs, qui leur permettaient de survivre un peu à leurs problèmes de santé, de voir leur famille. Non, allez travailler comme on nous a fait pour le lundi de la Pentecôte et d'autres, etc. Donc, on va voler des jours de vie des travailleurs, les obliger à travailler, alors qu'auparavant, ils avaient cette conquête sociale-là qui faisait qu'ils avaient au moins sali au journée aller, le jour férié, pour pouvoir se reposer. Enfin bref, toute une série de mesures, il faut dire vraiment scélérates, hein, qui prouvent que le gouvernement français actuel, comme tous les gouvernements libéraux capitalistes, occidentaux en particulier, ne sont pas là pour la vie des gens. Et c'est là le point essentiel de notre déconstruction. Franchement, souvent nous raisonnons, on a parlé de l'aliénation des cultes par Fanon, avec ce que nous avons appris. À l'université, on nous a dit que la loi de l'offre et de la demande, il faut rentabiliser ceci, cela. Il faut un équilibre. Et si ce n'est pas ça, on n'est pas bon, on tue le pays, etc. Alors, reprenons les définitions même de l'économie. Il y a le mot commun, là, l'économie, c'est l'argent qu'on met de côté, on fait des économies pour dépenser, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de l'économie comme une science qui étudie la production, la distribution, la consommation des biens et des services. Donc c'est ça qu'on vous dit à l'université, pour la production, on va chercher le PIB, on va chercher le nombre de salariés de ceci, on va voir le nombre de supermarchés sur une surface, etc. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Science qui étudie la production, la distribution, la consommation des biens et des services, et sur les résultats de laquelle, le gouvernement s'appuie pour dire, donc la science nous a dit ça, donc il faut faire ça. Et imposer comme verrou 2 jours fériés, lutter contre le déficit, etc. Mais, reprenons bien la définition. L'économie est la science qui étudie la production, la distribution, la consommation des biens et des services. Mais posons la question, est-ce que la production, c'est uniquement la production des entreprises? Est-ce que la production des gens qui font des jardins domestiques, ce n'est pas de la production? Est-ce qu'on ne doit pas l'étudier? La gestion, la distribution, quand une retraitée avec son faible revenu voit que ses enfants sont au chômage, ne peuvent pas manger, prend son argent de retraite pour aider sa famille, est-ce que la science devrait étudier ça, oui ou non? Est-ce que ça fait partie de la distribution, de la consommation des biens? Et c'est ce qui représente les 80% de l'économie, des activités de production,
J'ai eu l'occasion de dire, on parle de la filière banane, l'économie bananière. J'ai eu l'occasion de lire que la banane qui est dans les filières Del Monte, tout ça, représente 20% de la consommation de la banane mondiale. Ça veut dire que tous les petits planteurs, les gens qui ont le bananier chez eux, qui coupent, etc., qui vont vendre sur les marchés, hors circuit, ils représentent 80% de la banane mondiale. L'économie n'étudie pas ça. Et quand on va prendre des décisions pour la banane, c'est en fonction des 20% contrôlés par des multinationales ou la casse fabriquée. Donc on nous trompe au départ. On nous trompe au départ. La science économique est utilisée pour défendre les intérêts des plus riches. Et cette division-là entre l'économie des dirigeants et l'économie réelle, populaire, elle naît avec l'exploitation par des classes dirigeantes. Est-ce que pendant les 30 000 années où l'homme vivait en tribu, en clan, etc., chassait, mangeait, est-ce qu'il y avait des statistiques? Est-ce que c'était de l'économie ou pas? Quand les pouvoirs de classe dominante s'imposent, il impose le pillage dès le départ. Le roi oblige le petit serf à donner ceci, cela. Alors on va compter l'économie française sous Louis XIV, mais c'est l'argent volé sur les serfs et sur les colonies. C'est ça qui est l'économie, non? Donc on nous a mis dans la tête, déconstruisons ça, que l'économie c'est ce que les classes dominantes appellent l'économie et qui est strictement dans leur intérêt. Et ils n'étudient pas tout le reste. Je rappelle qu'il y a un prix Nobel d'économie pakistanais, je crois, qui a eu ce prix Nobel et qui est rentré chez lui, qui a fait, en Inde, il a fait, un Pakistan, je crois, il a fait une tournée dans les villages et il a dit, je ne connaissais rien de l'économie. C'est maintenant que je sais ce que l'économie. Ça veut dire qu'on est conditionné par un message, notamment les intellectuels, les étudiants d'économie, etc., qui nous coupe de la réalité de l'économie. C'est pour cela que nous avons toujours proposé une définition alternative qui permet d'être plus globale de nos études, en disant que l'économie recouvre l'ensemble des activités réalisées par les hommes pour produire et faire circuler les biens et les services nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. Et si on parle de sciences économiques, c'est cette réalité-là qu'on doit étudier, et on doit étudier au même niveau l'économie, ce qu'ils disent informel, et au noir, etc., que l'économie des universités bourgeoises. Ce sont des activités humaines qui sont si valables. Quand, dimanche dernier, j'ai parlé de ça, quand on vient me dire que un jeune bonhomme qui ne trouve pas de travail, qui a été licencié, coupe les cheveux dans son quartier, qu'il fait de la concurrence déloyale parce qu'il n'est pas déclaré, c'est parce qu'on est prisonnier de la grille d'aliénation. Le bonhomme a le droit de vivre. Et tout le monde a le droit de vivre. Si l'État vous donne des possibilités de vivre dans la loi de façon juste et équitable, et puis que vous refusez de payer vos impôts, que vous truandez vos clients, vous êtes susceptible d'être condamné, d'être poursuivi. Mais si vous faites une activité qui vous permet de vivre et qui satisfait les problèmes, les besoins de la population, délaissée par un État colonialiste et capitaliste, on n'a pas le droit de vous dire que vous êtes un marron, un illégal, etc. Vous vivez. Et c'est là que nous faisons la liaison avec ce que Fanon disait. L'important pour ceux qui veulent se décoloniser, mais aussi pour les peuples occidentaux qui sont soumis, encore plus que nous-mêmes, à l'étau capitaliste, c'est l'intérêt, la solution, c'est de construire des réseaux dissidents. C'est de contourner leur législation
de faire en sorte que nous-mêmes soyons ceux qui faisons la justice. Parce que quand vous êtes dans un quartier et que tout le monde se connaît, on sait que ce monsieur-là travaille correctement. On a une sécurité en allant chez lui, ben, on envoie les gens, le bonhomme vit, le quartier vit. Quand on sait que cette jeune fille-là est honnête, couple et fait des tresses, etc., et puis tout le monde en envoie au diable le fisc français, au diable, et comment on appelle, comment on fait tout le machin qui vole les gens. Et puis, si on voit que quelqu'un n'est pas valable, comme on est en communauté organisée, on dit, oh, monsieur Kagui, on est nous là. Et puis, d'ailleurs, monsieur Kaïssa, tout le monde en contre lui, il ne va pas avoir les mains libres pour faire n'importe quoi. Donc, il faut créer des réseaux dissidents, nous débarrasser de tout ce qui est de la fausse économie, consommer, etc., pour préparer ce que nous avons cesse de rappeler, ce qui nous arrive au bout du nez, qui nous prend au bout du nez, catastrophe climatique, guerre, fascisme, délitement social, etc. Donc, en partant d'une nouvelle conception de l'économie, qui parle des besoins des peuples, des masses, et du principe que c'est elles qui doivent porter des solutions, que jamais les solutions ne viendront des capitalistes colonialistes qui sont là pour l'intérêt de leur classe. Alors là, on peut préparer les conditions de mieux vivre et préparer les conditions de changement de système, de façon à ce que ceux-là qui sont organisés à la base détiennent réellement le pouvoir et donc éradiquent le système colonialiste et capitaliste. Donc c'est sur ce point-là que je voulais insister, et je conclurai en disant que quand nous parlons de lutte, de décolonisation, de lutte pour l'autosuffisance alimentaire, nous devons avoir à l'esprit que les ennemis ne nous permettront jamais de faire cela. Jamais. Parce que c'est en contradiction avec leurs intérêts. Donc, nous devons le faire de façon dissidente. Mais en sachant que c'est un tremplin pour pouvoir aller plus loin en matière de souveraineté, en matière de liberté. La véritable décolonisation, c'est ça, c'est avoir le pouvoir d'action sur notre propre vie. C'est nous débarrasser de l'idée que des capitalistes impérialistes occidentaux, arrogants, suprémacistes, ne vont jamais permettre que nous vivions bien. Alors, si nous avons compris cette partie des constructions, il faut tirer les conclusions. Comment nous changeons notre vie dans notre manière de consommer, dans notre manière d'avoir des relations, de construire des relations pour les circuits courts, s'approvisionner au plus près. Ensuite, pour que ces initiatives-là convergent, et c'est là que je vous appelle, pour ceux qui ont compris cette dynamique-là, à vous intéresser à l'administration alternative populaire qui est en train de se construire comme espace où les bonnes volontés vont venir travailler, discuter pour construire ce projet alternatif-là. Je vous remercie. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle édition.